Les Mérovingiens par Jacques Bainville. Les débuts de Clovis furent si grands, si heureux, qu'on put croire qu'il laisserait après lui quelque chose de vraiment solide. En quelques années, en quelques expéditions, il fut le maître de la Gaule. Campagne à la fois militaire et politique. Partout, Clovis apparaissait comme le libérateur et le protecteur des catholiques dans les pays où régnaient des barbares ariens. Gondebaud, le roi de Bourgogne, et la Bourgogne, c'était toute la vallée du Rhône, devint son tributaire et donna des garanties aux Gallo-Romains. Avec l'Aquitaine, la vallée de la Garonne fut délivrée des Goths. C'est à ce moment que Clovis eut la consécration qui lui manquait encore. Après celle de l'Église, celle de l'empereur. L'Empire, réfugié à Constantinople, n'avait plus d'autorité en Occident, mais il y gardait du prestige. Lorsque Clovis eut reçu d'Anastase la dignité et les insignes consulaires, ce qu'aucun autre roi barbare n'avait obtenu, sa position se trouva agrandie. La dynastie mérovingienne se trouvait rattachée à l'Empire romain. Elle parut le continuer, et elle fut dès lors légitime. C'est une des raisons qui lui permirent de se prolonger pendant 2 siècles et demi. Toutefois, il manquait à Clovis d'être aussi puissant dans son pays d'origine que dans ses domaines nouveaux. Les tribus franques, restées païennes, avaient des chefs qui n'étaient pas disposés à obéir aux parvenus convertis. Ces petits chefs, dont certains étaient ses parents, pouvaient devenir dangereux. Clovis ne vit pas d'autre moyen que de les supprimer. Il frappa à la tête, exécuta une série de crimes politiques avec une ruse dont le bon Grégoire de Tours a laissé un naïf récit. Si Clovis n'avait fait disparaître ces petits rois, il eût été exposé à leur coalition, et dans une guerre civile entre tribus franques, il n'est pas certain que ces guerriers lui fussent restés fidèles. En somme, par ses moyens peu scrupuleux, il acheva l'unité de son royaume au nord. Et il eut l'opinion publique pour lui, car il était indifférent à la population gallo-romaine que des chefs barbares fussent traités à la manière barbare, tandis qu'elle-même gardait ses usages, ses lois, sa religion, dont Clovis était l'instrument, puisqu'en tuant ou en faisant tuer des païens comme les Ragnacaires et les Sigebert, il ouvrait un champ nouveau au christianisme. Ces meurtres ont été des opérations politiques, dont le succès prouve que Clovis s'appuyait solidement sur la Gaule. Il n'y a donc pas lieu de parler d'une conquête, ni d'un asservissement de la Gaule par les Francs, mais plutôt d'une protection et d'une alliance, suivie d'une fusion rapide. La manière même dont les choses s'étaient passées, telles que nous venons de les voir, montre que l'élément gallo-romain avait appelé l'autorité de Clovis, et que Clovis, de son côté, avait très bien vu que ce peuple désemparé, craignant le pire, désirait une autorité forte. S'il en eût été autrement, si les Gallo-Romains s'étaient bien trouvés du gouvernement des autres chefs barbares, Clovis ne fut pas allé loin. D'ailleurs, les tribus franques n'étaient même pas assez nombreuses pour subjuguer toute la Gaule, pas plus qu'elles n'étaient capables de la diriger. Pour ces raisons, on vit tout de suite les Mérovingiens entourés de hauts fonctionnaires qui portaient des noms latins et qui sortaient des vieilles familles sénatoriales. Des généraux gallo-romains commandèrent des armées franques. Les lois, les impôts furent les mêmes pour tous. La population se mêla spontanément par les mariages, et le latin devint la langue officielle des Francs qui oublièrent la leur, tandis que se formait la langue populaire, le roman, qui à son tour a donné naissance au français. Les Gallo-Romains furent si peu asservis que la plupart des emplois restèrent entre leurs mains dans la nouvelle administration qui continua l'administration impériale. Et ce furent les Francs qui protestèrent, au nom de leurs coutumes, contre ces règles nouvelles pour eux. Ils avaient du droit de la liberté une notion germanique et anarchique contre laquelle les rois mérovingiens eurent à lutter.
Les hommes libres avaient l'habitude de contrôler le chef par leur assemblée. La discipline civile de Rome leur était odieuse. Il fut difficile de les y plier, et en définitive, ils furent conquis plutôt que conquérants. Ce qu'on a dit du partage des terres entre les guerriers francs n'est que fable, et Fustel de Coulanges a démontré que la propriété gallo-romaine n'avait changé ni de caractère, ni de main. Comment se fait-il donc que l'œuvre de Clovis n'ait pas été plus durable, que la France n'ait pas été fondée dès ce moment-là? Peut-être cette monarchie franque avait-elle réussi trop vite, et lui manquait-il d'être l'effet de la patience et du temps. Mais elle avait en elle-même un grand vice que rien ne put corriger. L'usage des Francs était que le domaine royal fût partagé à l'exclusion des filles entre les fils du roi défunt. Appliquée à la Gaule et aux conquêtes si récentes de Clovis, cette règle barbare et grossière était encore plus absurde. Elle fut pourtant observée. Sur ce point, la continuité franque ne céda pas. Les 4 fils de Clovis se partagèrent sa succession. Il faudra attendre les Capétiens pour que monarchie et unité deviennent synonymes. L'idée de l'unité, l'idée de l'État, idée romaine, subsistait dans les esprits. On s'imagina que les 4 fils de Clovis vivraient d'accord pour continuer la tâche de leur père. Eux-mêmes le crurent sans doute. C'était contraire à la nature des choses. Le partage entraînait les divisions. De ce moment date, entre l'Austrasie et la Neustrie, une funeste opposition dans laquelle les peuples n'étaient pour rien, puisque c'était l'opposition de Paris et de Metz, de Rouen et de Verdun. Conséquence déplorable d'une erreur politique. Cette erreur ne doit pas faire oublier que la royauté mérovingienne, tout imparfaite qu'elle était, a mieux valu que le chaos. Au berceau même de la puissance romaine, en Italie, l'équivalent des Mérovingiens a manqué après la chute de l'Empire, et l'Italie, cassée en morceaux, est restée 1300 ans sans retrouver son unité. Tel est le service que nous ont rendu les Clovis, les Clotaire, les Chilpéric. Après eux, les Carolingiens reculeront le moment de la grande crise, celle du morcellement féodal. Pendant ces 4 siècles, l'idée de l'État n'aura pas péri, et les Capétiens pourront la reprendre. La tradition romaine n'aura pas été tout à fait rompue. Sans les Mérovingiens, tout ce qui a été fait plus tard pour constituer la France n'eût pas été possible, ou du moins eût rencontré plus de difficultés. L'aîné des fils de Clovis, Thierry, reçut avec l'Austrasie ou pays de l'Est la majeure partie de l'Empire franc. Metz en était la capitale. C'en était aussi la partie la plus exposée au retour offensif des Allemands, des Burgondes et des Goths. Et Thierry fut avantagé, parce qu'étant arrivé à l'âge d'homme, c'était le plus capable de défendre le territoire. Ses frères adolescents s'étaient partagé la Neustrie, ou pays de l'Ouest, les pays uniquement gallo-romains. On voit tout de suite que le roi d'Austrasie devait être le plus influent, parce qu'il conservait un point d'appui chez les Francs eux-mêmes et dans la terre d'origine des Mérovingiens. Ayant un pied sur les 2 rives du Rhin, il protégeait la Gaule contre les invasions germaniques. Les héritiers de Clovis furent à peu près d'accord, si l'on passe sur quelques drames de famille, tant qu'il s'agit de continuer Clovis. Il y eut là une 40aine d'années d'expéditions brillantes jusqu'en Espagne et en Italie, destinées à protéger les frontières du royaume mérovingien. Tout un raccourci de notre histoire future, toute une épopée militaire qu'on s'est racontée aussi longtemps que l'épopée napoléonienne, jusqu'au jour où elle est tombée dans l'oubli. Mais à la mort de Théodebald, fils de Thierry, de terribles dissentiments éclatèrent dans la descendance de Clovis. Austrasiens et Neustriens se battirent pour la prééminence. Il s'agissait de savoir qui commanderait. Les luttes dramatiques de Chilpéric et de Sigebert, l'interminable rivalité de Frédégonde et de Brunehaut n'eurent pas d'autre cause.
c'étaient des partis qui se déchiraient, et toute idée de nationalité était absente de ces conflits. Après cette longue guerre civile, l'Empire des Francs se trouva de nouveau réuni dans une seule main, celle de Clotaire II. Mais l'Austrasie, la Bourgogne et la Neustrie avaient gardé chacune une administration distincte, et par l'effet des désordres, l'autorité royale s'était affaiblie, dépouillée. Grands et petits, laïcs et religieux, lui avaient arraché des immunités. Le pouvoir s'émiettait, le territoire se démembrait. En outre, pendant cette période troublée, où la mort allait vite, où il y avait eu des minorités à la faveur desquelles une nouvelle puissance avait grandi, le maire du palais, c'était en somme le premier ministre devenu vice-roi quand le souverain était mineur ou incapable. Avec les maires du palais paraissait une nouvelle force. L'un d'eux, Pépin de Landen, en Austrasie, devait donner naissance à une deuxième dynastie. Les Mérovingiens eurent encore deux règnes brillants et forts, avec Clotaire II et Dagobert. Celui-là, grand lettré, grand bâtisseur, véritable artiste, est resté fameux ainsi que son ministre Saint-Éloi. C'est peut-être de tous les princes de sa race celui qui a porté le plus loin l'imitation des empereurs de Rome. Les Francs s'étaient entièrement romanisés. Après Dagobert en 638, ce fut la décadence. Les partages recommencèrent entre ses fils et l'effet des partages fut aggravé par les minorités. Les maires du palais devinrent les véritables maîtres. Quelques Mérovingiens parvenus à l'âge d'homme essayèrent de réagir et de rétablir l'autorité royale. Ils ne réussirent pas à remonter le courant. On avait perdu l'habitude d'obéir. Les grands conspiraient et défendaient par tous les moyens ce qu'ils appelaient déjà la liberté. Chilpéric II passa pour un despote et un réactionnaire. Il fut assassiné. Des années de guerre civile s'ensuivirent, lutte entre des partis rivaux qui exploitaient la vieille concurrence entre Neustriens et Austrasiens et qui, selon les besoins du jour, couronnaient ou détrônaient des rois enfants. Le grand conflit qui mit aux prises Hébroin, maire de Neustrie, et Saint-Léger, tout-puissant en Bourgogne, formerait une histoire fastidieuse de coups d'État et de révolutions politiques. Les contemporains assistèrent avec terreur à cette anarchie où la France sombrait, à peine apparue au jour. Il fallait autre chose. L'expérience mérovingienne, bien commencée, finissait mal. On sentait le besoin d'un nouveau Clovis. Où le prendre? Une dynastie ne se fonde pas toute seule. Il y avait bien en Austrasie une famille dont l'influence ne cessait de croître, et c'était encore, malgré les efforts des hommes politiques de Neustrie, l'Austrasie qui disposait des plus grands moyens matériels pour diriger l'Empire franc. Cette famille, celle des ducs d'Héristal, qui devait être la souche de la dynastie carolingienne et qui se rattachait au maire du palais Pépin de Landen, mit près de 100 ans à s'emparer de la couronne. Ce fut un beau travail de patience jusqu'au jour où les circonstances permirent la substitution. Les d'Héristal, ou Pipinides, réussirent parce qu'ils eurent le temps pour eux, et parce qu'ils rendirent les services que l'on attendait. Riche et puissant en Austrasie, où il portait le titre de duc, il représentait aux frontières du monde germanique la civilisation catholique et romaine qui avait besoin d'une grande force politique pour se maintenir. Aussi devait-il avoir avec eux et l'Église et les sentiments qui avaient déjà assuré le succès de Clovis. C'est ce qui leur promettait de refaire un jour l'unité de la Gaule, appuyée sur l'Austrasie où était le siège de leur pouvoir. En somme, les ancêtres de Charlemagne se sont élevés par les mêmes procédés qui, de notre temps, ont porté les électeurs de Brandebourg au trône impérial d'Allemagne et les ducs de Savoie au trône d'Italie. La première étape consistait à briser l'opposition des hommes politiques de Neustrie. Ce fut l'œuvre de Pépin d'Héristal. Vainqueur à Testry, en 682 des maires neustriens, Hébroin et Varat, il porta aussi le coup de grâce à la dynastie mérovingienne.
Si elle existait encore, c'était par l'usage que les partis en faisaient les uns contre les autres. À compter de ce moment, les Mérovingiens, pourvus d'un vain titre, ne furent plus que les rois fainéants, traînés dans leurs chariots à bœufs. La réalité du pouvoir était en d'autres mains, celle du prince et duc d'Austrasie. Toutefois, Pépin d'Héristal ne se sentait pas assez fort pour créer une nouvelle légitimité, tandis que l'autre mourait lentement. Il ne voulut pas brusquer les choses. La Neustrie, la Bourgogne n'étaient pas mûres. Il y avait çà et là des troubles. Parfois, les anciens partis se ranimaient. Pépin mourut en 714 sans avoir trouvé l'occasion de prendre la couronne. À sa mort, peu s'en fallut que tout ne fût compromis. La guerre civile reprit, aggravée par la guerre étrangère, car le parti neustrien ne craignait pas de s'allier aux tribus allemands révoltés contre l'Austrasie. Faute grave du maire de Neustrie, Rainfroid. Il donnait à l'héritier des Pinipides l'occasion d'apparaître à la France chrétienne et romaine comme le vrai défenseur de la civilisation et de la nationalité. Cet héritier, c'est Charles Martel. Les d'Héristal sont décidément une race douée. Charles a du caractère, du talent. Les circonstances le serviront, et il excelle à saisir les circonstances. Comment s'impose-t-on à un peuple? Toujours de la même manière, par les services rendus. Charles représentera l'ordre et la sécurité. Il a déjà battu les agitateurs neustriens. La légalité est rétablie. Il dompte encore les Saxons, toujours prêts à se remuer et à envahir. Mais une occasion plus belle et plus grande que les autres vient s'offrir. Une invasion nouvelle, l'invasion des Arabes. Ce n'est pas seulement une race, c'est une religion, c'est un monde ennemi qui apparaît avec eux. Sorti du fond de l'Arabie, l'islam avance vers l'Occident. Il a réduit à rien l'empire de Constantinople, conquis l'Afrique du Nord, l'Espagne, franchi les Pyrénées, pénétré dans les vallées de la Garonne et du Rhône. Cette menace refait l'union des Gaules. L'Aquitaine, toujours jalouse de son indépendance, même sous les plus puissants des Mérovingiens, s'alarme, tourne les yeux vers le grand chef militaire du Nord. On a besoin d'un sauveur. Et il n'y en a d'autre que le duc d'Austrasie. Charles se fit-il désirer? Ou bien, pour intervenir, pour entraîner ses troupes, fallut-il que le danger se rapprochât? Il ne se mit en campagne qu'après la prise de Bordeaux par les Arabes. Abderrahm montait toujours. Charles, qui reçut ce jour-là le nom de Martel, le rencontra et le mit en fuite près de Poitiers en 732. L'Austrasien avait délivré le pays, et il continua au sud à le nettoyer des Arabes. Après un pareil service rendu à la nation, les d'Héristal apparaissaient comme des sauveurs. Vainqueur des infidèles, Charles était à la fois un héros national et un héros chrétien. Le pape Grégoire III sollicitait le secours de son bras, et Charles répondait avec empressement. Ce bienfait ne devait pas être perdu. Qui l'eût dès lors empêché d'être roi? Il ne voulut rien gâter par la précipitation. Il s'était borné à ne pas remplacer un obscur mérovingien, Thierry IV, mort en 737. Charles était si bien souverain, sans en avoir le titre, qu'il retomba dans l'usage des francs, dans la faute de Clovis. Avant de mourir, il partagea ses états entre ses deux fils, Carloman et Pépin. Mais tout devait réussir au d'Héristal. Pépin et Carloman, par miracle, furent d'accord. Les vieux partis avaient relevé la tête, des troubles avaient éclaté. Les deux frères tirèrent d'un cloître le dernier rejeton des Mérovingiens pour se couvrir de la légitimité. Ils soumirent les rebelles. Cela fait, Carloman eut le bon esprit d'abdiquer et de laisser le pouvoir à son frère, l'énergique Pépin. Les derniers obstacles étaient franchis. La dynastie carolingienne n'avait plus qu'à succéder à l'ombre mérovingienne. L'état de fait fut consacré non seulement par le consentement des grands et de la nation,
mais par une consultation du pape, qui fut d'avis que le vrai roi était celui qui exerçait le pouvoir. Zacharie récompensait le service rendu à Grégoire III par le père de Pépin. Le changement de dynastie se fit sans secousse, en 752. Il avait été admirablement amené. Toutes les précautions avaient été prises. Le dernier mérovingien avait disparu. L'opinion publique approuvait. La consécration du Saint-Siège, le sacre, rendait la nouvelle dynastie indiscutable et créait une autre légitimité. La substitution fut si naturelle qu'elle passa presque inaperçue. Le maire du palais était devenu roi. L'autorité était rétablie, le pouvoir puissant. Une ère nouvelle s'était ouverte, celle des descendants de Charles Martel, les Carolingiens. La guerre de Cent Ans et les révolutions de Paris, par Jacques Bainville. À cet endroit de notre histoire nationale, tournons la tête en arrière. En 3 siècles et demi, avec des moyens d'abord infimes, les Capétiens sont arrivés à des résultats considérables. La France qu'ils ont formée a déjà grande figure. Ce n'a pas été commode tous les jours. Il s'en faut de beaucoup que nos rois aient fait tout ce qu'ils auraient voulu. Pourtant, parfois, ils se sont trompés, n'étant pas infaillibles. Souvent aussi, ils ont rencontré la résistance du dehors et celle, non moins redoutable, du dedans. Le sentiment de l'intérêt général n'était pas plus répandu dans ces temps-là que de nos jours, et les intérêts particuliers ne s'immolaient pas plus volontiers qu'aujourd'hui. Un concours de circonstances favorables avait permis de conjurer le péril anglais et le péril allemand. L'Allemagne et l'Angleterre avaient été divisées, diverties, rendues inoffensives par des luttes intérieures auprès desquelles les nôtres n'étaient rien. Pour longtemps encore, l'Allemagne est hors de cause. Et il n'en est plus de même de l'Angleterre. La folie furieuse des Plantagenets, l'agitation des barons pour obtenir la charte, le mécontentement, si tragiquement terminé, contre Édouard II, ces circonstances avaient affaibli la royauté anglaise. Elles avaient permis aux Capétiens de refouler dans le sud-ouest l'État anglo-normand déchu de sa splendeur. Mais de sa dernière crise, la monarchie anglaise sortait plus forte. On eût dit qu'elle s'était retrempée dans le régicide. L'Angleterre, avec Édouard III, a un gouvernement. En outre, elle est devenue un pays d'industrie et de commerce qui a besoin de marchés et de colonies. La France est à portée de sa main, et la France est riche. Un irrésistible instinct pousse à la conquête l'Angleterre affranchie de ses dissensions. La France est prospère. Le butin de l'armée d'Édouard en témoignera. De longues années d'organisation et de paix ont permis aux Français d'accumuler des richesses. Michelet en convient. L'État florissant où les Anglais trouvèrent le pays doit nous faire rabattre beaucoup de tout ce que les historiens ont dit de l'administration royale au XIVe siècle. Laborieux, économes, paysans et bourgeois de France sont toujours pareils à eux-mêmes. Ils ne se doutent pas que leur terre est enviée, que les richesses ne se gardent pas toutes seules, que l'or attire la conquête. Ils ne comprennent pas que certains sacrifices sont utiles, qu'il ne faut pas lésiner sur la prime d'assurance nationale. Dans ce pays riche, quel mécontentement contre les impôts. C'est presque une révolution à la fin du règne de Philippe le Bel. Ses fils ont dû céder sur la question d'argent. Toutefois, Philippe de Valois trouve encore une brillante situation européenne, des alliés sur le continent, des cousins qui règnent à Naples et en Hongrie, 3 rois à sa cour, dont celui de Bohême. Vraiment, il semblerait que la France n'eût rien à craindre. Quand Édouard reprend la vieille méthode anglaise, essaie de liguer contre la France les princes d'Allemagne et des Pays-Bas, Philippe VI, d'un geste, disperse cette coalition.
il est si bien parti qu'il trouvera encore le moyen d'acquérir Montpellier et le Dauphiné, d'où les fils aînés des rois de France prendront le titre de dauphin. Le comte de Flandre est cette fois bon français, et ses Flamands insoumis sont battus à Cassel en 1328. L'Angleterre n'a pas d'alliés. Si les marchands de laine anglais veulent entrer en France, il faudra qu'ils se résignent à prendre eux-mêmes le harnois. On voit la liaison des événements depuis Philippe le Bel. Le grand conflit tourne toujours autour de la Flandre. Par la Flandre, l'Anglais cherche à nous atteindre, et nous cherchons à atteindre l'Anglais. On n'éclaircit pas les causes de nos prochains désastres lorsqu'on accuse Philippe de Valois d'avoir été un féodal, un réactionnaire entêté de chevalerie. Édouard III, lui aussi, suivait les traditions, les symboles et les usages chevaleresques. On lui présenta le héron avant son départ pour la France, et l'on sait son mot à Crécy sur les éperons du Petit Prince noir. C'était la part de la mode et de la littérature. Si Philippe VI n'a eu qu'une armée féodale à opposer à l'armée anglaise, c'est qu'il n'avait pu en avoir d'autres. Édouard III, par de longs préparatifs, avait formé une armée presque moderne, munie d'artillerie, de tout le nouveau matériel du temps. Ces soldats servaient obligatoirement porter uniforme. La flotte de guerre, la défense des côtes, les approvisionnements, tout avait été soigné. Les marchands anglais n'avaient refusé aucun crédit. Rien de pareil en France. De l'argent? Le contribuable crie. Philippe VI dut essayer de s'en faire par des moyens médiocres et d'un rendement douteux, par le pape et la promesse d'une croisade. La marine de Philippe le Bel, elle n'a plus d'équipage exercé et elle se délabre. Le service militaire, les communes s'en rachètent. La noblesse, qui le doit, demande des indemnités. La France n'est pas dans de bonnes conditions. Plusieurs années se passèrent avant l'engagement décisif. Les adversaires se tâtaient. Édouard III intervenait dans nos affaires, celle de la succession d'Artois, celle de la succession de Bretagne. Nous prêtions secours contre lui au roi d'Écosse. Enfin, la Flandre, longtemps hésitante, se rangea du côté des Anglais. Édouard y trouva un homme à lui, un grand brasseur de gants, Jacques Artevelde, qui devint le véritable maître du pays flamand. Les hostilités s'ouvrirent sur mer et la flotte française paya des années d'incurie. Elle fut détruite en 1340 à la funeste bataille de l'Écluse. La guerre de 100 Ans a commencé par ce désastre, par l'équivalent de Trafalgar. Désormais, l'Angleterre est maîtresse des routes maritimes. Elle envahira la France où et quand elle voudra. Cependant, cette campagne de Flandre tourna court. Édouard III craignit de s'engager trop loin en pays français, et Philippe VI, sagement, refusa la bataille. Un soulèvement populaire, où Jacques Artevelde périt, rendit la Flandre moins sûre pour les Anglais. Ils tentèrent alors une diversion par la Bretagne, où Charles de Montfort revendiquait son duché contre Charles de Blois, soutenu par la France. Guerre dynastique en apparence, mais où se manifestait le particularisme breton. Le roi d'Angleterre prit le parti de Montfort. Cette intervention ne le mena à rien. L'attaque par les deux ailes, Flandre et Bretagne, avait échoué. Alors il acheva ses apprêts, mit au point son armée et, la mer étant libre, débarqua dans le Cotentin. Ce fut l'invasion d'un pays sans défense. D'un trait, l'armée anglaise traversa la Normandie, pillant les villes ouvertes. Elle remonta la Seine, menaça Paris. Philippe VI, pendant ce temps, inquiétait l'ennemi du côté de la Guyenne. Il remonta en hâte avec son armée et son approche détermina Édouard à s'en aller au plus vite vers le nord. Plusieurs fois, sa retraite faillit être coupée, tant qu'il dut se résoudre à faire tête, croyant tout perdu. En somme, il redoutait l'armée française,
il ne se fiait pas assez à la supériorité de ses moyens. Il avait pourtant l'avantage de la tactique et du matériel. Le calcul et l'organisation l'emportèrent sur l'imprudence d'une vaine bravoure dans la fatale journée de Crécy. Notre principale force militaire y fut détruite en 1346. Édouard III put assiéger et prendre Calais. Pendant 2 siècles, l'Angleterre gardera cette tête de pont. Édouard III ne poursuivit pas ses avantages. La guerre coûtait cher, les armées étaient peu nombreuses, ce qui rendait prudent. Une trêve plusieurs fois renouvelée fut signée avec la France. Elle durait encore lorsque Philippe VI mourut en 1350. La défaite de Crécy, la première grande défaite de la royauté française, avait eu un effet détestable. Elle tombait sur un mauvais terrain. Un historien a pu dire qu'à l'avènement de Jean le Bon, la trahison était partout, l'obéissance nulle part. Déjà un traître, le comte d'Harcourt, avait appelé Édouard III dans le Cotentin. L'Anglais trouvait des intelligences ailleurs qu'en Bretagne. Le roi Jean n'était sûr de personne, des féodaux moins que des autres. Il essaya de s'attacher la noblesse par le sentiment de l'honneur, exploita la mode, créa un ordre de chevalerie. Ce qu'on prend pour des fantaisies moyenâgeuses avait un sens politique. Ce Jean, qu'on représente comme un étourdi, un agité romanesque et glorieux, se rendait compte de la situation. Son autorité était compromise. Il n'hésita pas à faire décapiter sans jugement un connétable, le comte d'Eu, qui avait vendu aux Anglais la place de Guines. Mais il allait trouver un traître dans sa propre famille. Charles le Mauvais, roi de Navarre, petit-fils de Louis Hutin, s'estimait injustement évincé du trône de France. Lui et les siens agitaient le pays par leurs intrigues et leurs rancunes. Jean chercha vainement à le gagner par des procédés généreux. Charles le Mauvais était puissant. Il avait des fiefs et des domaines un peu partout en France, des partisans, une clientèle. Le parti de Navarre ne craignit pas d'assassiner le nouveau connétable par vengeance. Ce fut le début des crimes politiques et de la guerre civile. Jean résolut de sévir, de séquestrer les domaines du roi de Navarre, qui passa ouvertement à l'Angleterre. Ce fut le signal de la reprise des hostilités avec les Anglais en 1355. La lutte s'annonce mal pour la France. Le roi doit compter avec Charles le Mauvais, perfide, presque insaisissable, sur lequel, par un beau coup d'audace, il ne met un jour la main que pour voir une partie du royaume s'insurger en sa faveur. Jean procède à des exécutions sommaires, fait reculer les rebelles, mais n'ose, à tort, verser le sang de sa famille, et se contente d'emprisonner le roi de Navarre qui lui demande pardon à genoux. Nous verrons bientôt reparaître Charles le Mauvais, pire dans son orgueil humilié. Cependant, les troupes anglaises sont mises en mouvement. Elles envahissent et ravagent la France, cette fois celle du Midi, et avancent par le sud-ouest. C'était le moment de la nouvelle rencontre, inévitable depuis Crécy. Édouard III s'y était préparé. L'argent lui manquait. L'Angleterre industrielle et commerçante en emprunta sur le monopole des laines aux banquiers florentins. À la France, surtout agricole, cette ressource faisait défaut. L'impôt seul pouvait remplir le trésor, et moins que jamais les Français étaient d'humeur à payer des impôts, tandis qu'ils se plaignaient des expédients financiers auxquels la couronne était réduite. Jean dut s'adresser aux États provinciaux pour obtenir des subsides, et en 1355 convoqua des États généraux. Là parut Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. Averti par le chancelier des dangers que courait la France, l'Assemblée consentit à voter des taxes, mais à la condition de les percevoir par des agents à elle et d'en contrôler l'emploi.
Elle ajouta de sévères remontrances au gouvernement sur la gestion des finances publiques. Que les impôts soient votés et perçus par les représentants de ceux qui les paient, le principe était bon. La monarchie l'acceptait. Elle avait elle-même tant de difficultés à trouver de l'argent. Elle eût volontiers laissé la tâche à d'autres. Mais les États tombaient mal, et ils ne furent pas plus heureux que le roi. Une partie de la France était en rébellion. La Normandie, l'Artois, la Picardie n'avaient pas voulu députés aux États généraux et refusèrent d'acquitter les taxes. L'Assemblée de 1355 avait esquissé un gouvernement représentatif. Il ne fut pas mieux obéi que l'autre, et l'anarchie en fut aggravée. Les États, devant le refus des contribuables, remplacèrent les taxes sur le sel et sur les ventes par un prélèvement sur le revenu, qui fut accueilli de la même manière. Cependant, l'ennemi ravageait notre territoire. La résistance aux impôts votés par les États, dit Michelet, livrait le royaume à l'anglais. Jean le Bon dut se porter à la rencontre de l'envahisseur avec des troupes qui n'étaient ni mieux armées ni mieux instruites que celles de Crécy. Ces 10 ans avaient été perdus dans le mécontentement et les dissensions. La France n'avait fait aucun progrès militaire. Sa seule armée, l'armée chevaleresque et féodale, se bâtit selon des principes qui ne valaient plus rien et recommença les fautes de Crécy. Cette fois, le désastre fut complet. À Poitiers, le roi Jean, qui s'était battu en personne, la hache à la main, fut pris et emmené à Londres par les Anglais en 1356. La véritable couleur de ces événements a été gâtée par un conteur exquis et niais. Froissart ne s'arrête pas au coup d'estoc et de taille dont se renlumine son récit. La réalité ne fut pas si romanesque. Dans un pays où le désordre croissait depuis 50 ans, la disparition du roi créa une situation révolutionnaire. Le dauphin Charles, nommé lieutenant du royaume, restait seul à Paris. Il devait plus tard être un de nos meilleurs souverains. C'était alors un très jeune homme, froid, d'aspect timide et chétif, précocement calculateur. Il n'eut pas d'autorité dans Paris, déjà grande ville tumultueuse. On vit alors tous les phénomènes de la débâcle. À la nouvelle de la catastrophe de Poitiers, on chercha les responsables. On accusa les nobles, c'est-à-dire les militaires. On cria à la trahison. Le dauphin ayant convoqué les États généraux, l'Assemblée commença, comme toutes les assemblées en pareil cas, par nommer une commission d'enquête qui exigea l'institution d'un conseil de surveillance auprès du dauphin et des fonctionnaires publics, ainsi qu'un comité de l'armée chargé d'ordonner pour le fait des guerres. C'était une tentative de gouvernement parlementaire, et tout de suite, la politique apparut. Il y eut un parti navarrais aux États. Une des requêtes présentées par la commission tendait à mettre en liberté le roi de Navarre, illégalement détenu. Les choses ayant pris ce tour devaient vite empirer. Aux requêtes des États, le dauphin avait répondu d'une façon dilatoire et demandé d'en référer à son père. Cependant, la confusion s'aggravait dans le pays. Les Anglais et les Navarrais dévastaient les campagnes. Des bandes armées, les grandes compagnies, se livraient au brigandage. Paris, qui s'entourait en hâte de murs, s'emplissait de réfugiés qui répandaient l'alarme et la fièvre. Plusieurs émeutes avertirent le dauphin qu'il eut à céder aux États généraux. Comme il disait plus tard, « dissimuler contre la fureur des gens pervers quand c'est besoin et grand sens ». Il venait de rendre une ordonnance qui donnait satisfaction aux députés sur plusieurs points, sauf sur celui du roi de Navarre, lorsque le roi Jean fit savoir de Londres qu'une trêve étant signée avec l'Angleterre, il n'y avait plus lieu de voter les impôts proposés par les États, ni, par conséquent, de tenir la session de Pâques. L'agitation de Paris s'accrut, et dès lors,
Étienne Marcel se comporta en véritable chef révolutionnaire. Il fallait au mouvement l'appui d'un parti et d'un nom. Un coup de main délivra Charles le Mauvais, qui, par la complicité du prévôt des marchands, vint à Paris et harangua le peuple. Cependant, Étienne Marcel faisait prendre à ses partisans des cocardes rouges et bleues. Son plan était d'humilier le dauphin, de détruire son prestige et ce qui lui restait d'autorité. Un jour, s'étant rendu au Louvre avec une troupe en armes et suivi d'une grande foule, il adressa au dauphin de violentes remontrances. Puis, sur un signe du prévôt, les 2 maréchaux, conseillers du jeune prince, qui se tenaient auprès de lui, furent assassinés sous ses yeux. Le dauphin lui-même, couvert de leur sang, fut coiffé par Étienne Marcel du chaperon rouge et bleu, comme Louis XVI le sera un jour du bonnet rouge. Ces scènes révolutionnaires, qui ont eu, 400 ans plus tard, de si frappantes répétitions, ne s'accordent guère avec l'image qu'on se fait communément de l'homme du Moyen-Âge, pieusement soumis à ses rois. On sait mal comment le dauphin, captif d'Étienne Marcel, après la sanglante journée du Louvre, réussit à s'échapper de Paris. Ayant atteint l'âge de 18 ans, il prit le titre de régent et, réfugié en Champagne, il obtint l'appui des États de cette province. Ce fut le point de départ de la résistance. Beaucoup de députés aux États généraux, effrayés, avaient fui Paris. Ils tinrent à Compiègne une assemblée qui se prononça pour le régent et lui accorda les ressources nécessaires pour lever des troupes, moyennant la promesse de réforme. Aussitôt, le dauphin commença l'investissement de Paris, Étienne Marcel ayant refusé de se soumettre. C'était la guerre civile, la dispute pour le pouvoir. Elle éveilla des instincts éternels et l'anarchie spontanée éclata. Dans toute la région qui entoure la capitale, dans le pays de Laon, d'Amiens, de Beauvais, de Soissons, où le mouvement communal avait déjà revêtu, jadis, les formes les plus violentes, ce fut une terrible jacquerie. Étienne Marcel accueillit avec joie, s'il ne l'avait provoquée, cette révolte paysanne, et s'entendit avec ses chefs. Mais les Jacques, auxquels il prêtait la main, furent battus, presque par hasard, à mots. Charles le Mauvais lui-même, pour ne pas s'aliéner les nobles qui étaient dans son parti, s'associa à la répression, et il y eut grand massacre des révoltés. Avec la jacquerie, Étienne Marcel perdait un grand espoir. Il ne comptait plus que sur Charles le Mauvais, auquel il donna le titre de capitaine général de Paris, mais qui, devenu prudent, négociait déjà avec le dauphin. En somme, l'effroi qu'avait répandu la jacquerie rétablissait les affaires de la royauté. Paris, serré de près, manquait de vivres et commençait à murmurer. On murmura plus encore lorsque le prévôt des marchands eut appelé des Anglais dans la ville. Le parti royaliste, terrorisé par des massacres après la fuite du régent, releva la tête. Bientôt, Étienne Marcel fut tué au moment où, selon la légende, il plaçait lui-même les gardes qui devaient ouvrir les portes de la ville au roi de Navarre. La dernière ressource du chef révolutionnaire paraît en tout cas avoir été d'offrir la couronne à Charles le Mauvais. Étienne Marcel finit comme un traître. Jean Maillard et les bourgeois parisiens qui avaient mené cette contre-révolution arrêtèrent les amis du prévôt et envoyèrent les députés au régent qui reprit possession de la ville. On était en juillet 1358. Les troubles duraient depuis près de 2 ans. Les traces en resteront longtemps dans les esprits. Lorsque le dauphin entra dans Paris, un bourgeois, selon le récit de Christine de Pisan, s'approcha et lui adressa des menaces. Le jeune prince empêcha qu'on lui fît du mal et se contenta de lui répondre d'un mot à la Henri IV. « On ne vous en croira pas, beau sire. » Le futur roi Charles, qui allait devenir Charles le Sage, vivra sous l'impression de ces événements révolutionnaires comme Louis XIV vivra sous l'impression de la Fronde. La royauté était rétablie dans sa capitale,
Mais la guerre civile n'avait pas arrangé les affaires de la France. L'état de guerre durait. Les campagnes, à la merci des Anglais, foulées aux pieds, se défendaient comme elles pouvaient. L'histoire du Grand Ferré, si connue, illustre la résistance du peuple à l'envahisseur, laisse pressentir Jeanne d'Arc. Les compagnies, les brigands, les bandes navarraises ajoutaient aux calamités. Il fallait au royaume la paix d'abord. Celle qu'offrit Édouard III était-elle, le vieil État anglo-normand en eût été reconstitué, que les États généraux autorisèrent le régent à la repousser. Alors, Édouard III se prépara de nouveau à envahir la France, et cette menace eut un effet salutaire. Charles le Mauvais lui-même eut honte de ne pas paraître bon français, et conclut un accord provisoire avec le régent, tandis que les milices pourchassaient les grandes compagnies. Édouard III, débarqué à Calais avec une puissante armée, se heurta partout à des populations hostiles, à des villes qui s'enfermaient dans leurs murs. Il parut devant Paris et les Français se gardèrent de lui offrir la bataille. Las de battre un pays désert, Édouard III, craignant un désastre, rabattit de ses exigences. On signa en 1360 le traité de Bretigny, qui nous laissait la Normandie, mais nous enlevait tout le sud-ouest, jusqu'à la Loire. Le tribut de guerre, dit rançon du roi Jean, fut fixé à 3 millions d'écus d'or, payable en 6 annuités. Invasion, démembrement du territoire, indemnité écrasante, tel fut le prix du butin qui avait commencé aux dernières années de Philippe le Bel pour s'épanouir dans les révolutions de Paris. La nation française avait payé cher 50 ans d'insubordination et de désordre. Comment se relèverait-elle? Par les moyens contraires. Le roi Jean, délivré, vécut encore 4 ans qu'il passa à nettoyer le pays des brigands qui l'infestaient. Quand son fils Charles lui succéda, en 1364, il s'en fallait de beaucoup que cet ouvrage fût fini. Un grand règne de réparation et de restauration commençait. Charles V, qui fut surnommé le sage, c'est-à-dire le savant, celui qui sait, n'est pas un personnage de Froissart. Il est dépourvu de panache. Il vit comme vivra Louis XI, renfermé. Il calcule, médite, thésaurise, il suit un plan. C'est un constructeur, l'homme dont la France a besoin. Il pansera à ses plaies, il la remettra à son rang en moins de 20 années. Son idée, elle, n'est pas difficile à saisir. La France ne peut pas se résigner au traité de Bretigny, ou bien elle renonce à vivre. Il faut que l'Anglais sorte du royaume, ou bien il finira par en devenir le maître. Pour le chasser, 2 conditions nécessaires. Une armée d'abord, une marine ensuite. D'armée, Charles V n'en a pas. Il est si loin d'en avoir une que son célèbre et fidèle connétable, Du Guesclin, n'a été d'abord que le capitaine d'une de ces bandes qui guerroient un peu partout. Le roi s'attache Du Guesclin, rallie par lui quelques-unes des grandes compagnies, en forme peu à peu des troupes régulières. Les Navarrais, toujours poussés en avant par l'Angleterre, sont battus à Cocherel. Petite victoire, grande conséquence. Le roi de Navarre comprend qu'il n'a plus rien à espérer, que l'ordre revient, que le temps des troubles est fini. Charles le Sage transige avec Charles le Mauvais en attendant mieux. Il transige partout, selon sa maxime qu'il faut savoir céder aux gens pervers. Il transige même avec les aventuriers irréductibles des grandes compagnies. Du Guesclin, par un trait de génie, conduit les réfractaires en Espagne, à la solde d'Henri de Trastamare, pour combattre Pierre le Cruel, soutenu par les Anglais. Après des péripéties nombreuses, Henri de Trastamare l'emportera et sera un utile allié de la France. Pour libérer le territoire, il n'y avait qu'un moyen, et Charles V, sage et savant homme de la réflexion et des livres, le comprit.
c'était que l'Anglais ne fut plus maître de la mer. Dès que les communications entre l'île et le continent cesseraient d'être assurées, les armées anglaises, dans un pays hostile et qui supportait mal leur domination, seraient perdues. Créer une marine, œuvre de longue haleine qui veut de la suite, de l'argent, et il a toujours été difficile d'intéresser le français terrien aux choses de la mer. Charles V prépara de loin notre renaissance maritime et comptait en attendant sur la flotte de ses alliés d'Espagne. Encore le succès supposait-il que l'Angleterre négligerait la sienne. On ne s'expliquerait pas la rapidité de la revanche prochaine si l'Angleterre à son tour n'avait fléchi. Sur la fin du règne d'Édouard III, elle s'est fatiguée de son effort. Son régime parlementaire, déjà né avec la charte des barons, s'est développé. La Chambre des communes est séparée de la Chambre des lords. Elle a des sessions régulières, comme en voulaient nos États généraux, et les communes, de moins en moins volontiers, votaient des taxes pour la guerre. Aux chanceliers qui leur demandaient si elles voulaient la paix perpétuelle, les communes répondaient « Oui, certes ». L'Angleterre se relâchait de sa vieille ténacité. Alors, ayant noué des alliances de terre et de mer, Charles V écouta l'appel des populations cédées et dénonça le traité de Bretigny. La campagne, menée par Du Guesclin, consistait à user l'ennemi, usure qui devint plus rapide quand la flotte anglaise eut été battue et détruite par les Espagnols devant La Rochelle. Les conditions de la lutte changeaient. Des corsaires français ou à la solde de la France inquiétaient les convois et parfois les ports de l'ennemi. Édouard III, alarmé, voulut frapper un coup, mais il lui fallut 1 an pour envoyer en France une nouvelle armée. La consigne fut de lui refuser partout le combat, de ne pas retomber dans les fautes de Crécy et de Poitiers. Cette armée anglaise allait à l'aventure, cherchant un adversaire qui se dérobait. Elle alla finir exténuée, presque ridicule, à Bordeaux, tandis que, château par château, ville après ville, les provinces du sud-ouest étaient délivrées. Charles V eut d'ailleurs soin d'entretenir leur patriotisme par l'octroi de nombreux privilèges. Il usa en particulier de l'anoblissement, l'étendit et le facilita, car il va sans dire que la noblesse n'a jamais pu se recruter que dans la roture, comme le militaire se recrute dans le civil. Édouard III, découragé, finit par accepter des pourparlers de paix. Charles V voulait l'évacuation complète du territoire, sans oublier Calais. L'Angleterre refusa, et la guerre reprit. Le roi de France avait profité de cette trêve pour réaliser son grand projet, la création d'une marine. On chercherait en vain ailleurs que dans nos ouvrages spéciaux des renseignements sur cette partie essentielle de l'œuvre de Charles le Sage. Pour avoir de l'argent, il usa de tous les moyens, menaça, flatta les États généraux, conduisit lui-même les députés visiter les navires et établissements pour les intéresser au développement de sa marine. Il eut les fonds qu'il voulut et les employa avec une stricte économie, un sens précis de l'objectif à atteindre, dit M. Tramont dans son manuel d'histoire maritime de la France. Peu de lignes éclairent mieux sur le caractère éternel de l'art de gouverner. Charles le Sage, pour donner aux Français le goût de la mer, n'a pas procédé autrement qu'on ne ferait de nos jours. Si Charles V avait vécu 10 ans de plus, il est probable que Jeanne d'Arc eût été inutile. Il n'y aurait plus d'Anglais en France. À la fin de son règne, les rôles étaient renversés. Nos escadres, commandées par l'amiral Jean de Vienne, émules sur mer de Du Guesclin, ravageaient librement les côtes anglaises. Nos alliés espagnols entraient jusque dans la Tamise. En France, les Anglais ne possédaient plus que Bayonne, Bordeaux et Calais. Leur expulsion complète n'était plus qu'une question de temps, car leurs affaires intérieures allaient mal. Édouard III et le prince noir étaient morts. Richard II avait 13 ans et sa minorité devait être tumultueuse.
Déjà, Wycliffe avait annoncé la réforme. Le commerce souffrait et une jacquerie plus terrible que celle qu'on avait vue chez nous allait venir. Mais il semblait que la fortune fût lasse d'être fidèle à la France, comme elle l'avait été pendant 300 ans. Par la mort de Charles le Sage, en 1380, nous allions retomber dans les faiblesses d'une minorité suivie d'une catastrophe, épargnée jusque-là à la monarchie capétienne. À peine majeur, le roi deviendrait fou. Avant de raconter ces événements, et pour en faciliter l'intelligence, il faut préciser quelques points de la politique de Charles V. Il avait pris le royaume dans un état révolutionnaire. Il y avait rétabli l'autorité royale à force d'habileté. Pendant quelques années, les États généraux avaient été à peu près les maîtres. Charles V les écarta doucement, tout en gardant pour la monarchie l'organisation financière qu'ils avaient mis sur pied. Pour dire brièvement les choses, les États généraux avaient voulu donner un caractère régulier à l'impôt voté par eux. Les aides perdaient ainsi leur caractère de droit féodal, réclamé par le roi comme seigneur dans son domaine et comme suzerain dans le reste du royaume. Les aides, grâce aux réformes demandées par les assemblées, tendaient à devenir des taxes d'État. Charles V garda la réforme, la rendit permanente, espassa puis écarta les États généraux qui auraient pu défaire ce qu'ils avaient fait. Il fallait, pour réussir un pareil escamotage, sa patience, sa subtilité et aussi le prestige d'une gestion économe. Les millions du trésor qu'il laissa en mourant valaient tous les contrôles aux yeux de la bourgeoisie française. Ce progrès de l'administration était à la base de notre revanche sur les Anglais. Il était fragile. Un mauvais politique l'aura vite compromis, et les circonstances allaient se conjurer pour nous rejeter dans le désordre. Les hommes les plus habiles ne peuvent pas tout calculer. Un des grands enseignements de l'histoire, c'est que des mesures bonnes, judicieuses à un moment donné, et que les gouvernements ont été félicités d'avoir prises, produisent parfois des circonstances aussi funestes qu'imprévues. La monarchie restait fidèle à la coutume des apanages. En somme, cette coutume semblait offrir plus d'avantages que d'inconvénients. Elle assurait la concorde et l'harmonie entre les fils de France. Les domaines momentanément détachés de la couronne y revenaient régulièrement. Aussi Jean le Bon, ayant acquis la Bourgogne par héritage, l'avait-il donné en apanage à son fils Philippe. Charles V, tout à son grand dessein contre les Anglais, imagina d'y faire servir son frère, le duc de Bourgogne, et d'arracher définitivement la Flandre à l'influence anglaise en la rapprochant de la France par l'intermédiaire bourguignon. Dans cette idée, le duc Philippe avait épousé l'héritière du comté de Flandre, et pour faciliter ce mariage, Charles V avait consenti à rendre aux Flamands les conquêtes de Philippe le Bel, Lille, Douai et Orchy. Il comptait bien que cette Flandre française, suivie de l'autre, retournerait un jour au royaume, et en attendant le duché de Flandre-Bourgogne, envelopperait Calais, pousserait notre influence vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce plan semblait irréprochable. Pourtant, il advint dans la suite le contraire de ce qu'avait calculé la sagesse de Charles V. Loin d'assimiler la Flandre, la Bourgogne fut aspirée par elle. Cette Flandre, elle était plus que réfractaire. Elle conquérait qui croyait l'avoir conquise. Ainsi, la maison de Bourgogne, par ses possessions flamandes, s'écartera de plus en plus de la France. Elle en deviendra une des pires ennemies, avec Jean sans peur et le Téméraire. Dans ce triste XIVe siècle, plein de fureur et de folie, le règne de Charles V est une oasis de raison. Partout ailleurs, démence et révolte. Charles VI, Richard II et leurs oncles sont bien de la même époque, comme en sont Artevelde, Étienne Marcel et Bienzi. De respect pour l'autorité, il n'y en a guère. L'Angleterre donne l'exemple des détrônements et du régicide, des sujets de tragédie pour Shakespeare. De tous les pouvoirs,
le plus haut, le pouvoir spirituel, celui de la papauté, n'existe pour ainsi dire plus. Il y a un schisme dans l'Église. 2 papes en guerre. L'un à Rome, l'autre à Avignon. On dispute quel est le vrai. Ni l'un ni l'autre n'est vénéré. À la mort de Charles V, la France était bien près de retomber dans les agitations. Il y avait de fâcheux symptômes en Bretagne, en Flandre. C'est dans ces conditions que les périls d'une minorité allaient encore être courus. À peine le sage roi eut-il disparu que les oncles de Charles VI se querellèrent pour la régence. Mauvais début, dangereux spectacle. Il fallut l'arbitrage d'une assemblée de dignitaires et de membres du Parlement qui donnèrent la tutelle aux 4 ducs, ceux d'Anjou, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon. Combinaison détestable. Dans cette république de princes, le duc d'Anjou ne songeait qu'à son héritage de Naples, le duc de Bourgogne à son héritage de Flandre. Le pouvoir redevenait faible, et de plus, il était divisé. Les illustres collaborateurs, les bons conseillers de Charles V étaient morts, comme du Guesclin ou disgraciés par les ducs. Il n'en fallut pas davantage pour réveiller l'esprit révolutionnaire qui s'était déjà manifesté avec Étienne Marcel. Dès que les régents voulurent lever des impôts, des émeutes éclatèrent à Paris. Le Conseil, avide de popularité, céda tout de suite. Aussitôt, les villes de province, encouragées, opposèrent la même résistance. Le Conseil en appela aux États pour voter les aides. Tout le système de Charles V était détruit sans que l'appel aux États eût donné de meilleurs effets que pendant la captivité du roi Jean. On sentit que le gouvernement était sans force. Il fut bravé un peu partout. Rouen, Amiens, le Languedoc se soulevèrent. Tandis que le duc d'Anjou châtiait Rouen, Paris s'insurgeait de nouveau, et plus violemment. Le peuple pillait l'arsenal, s'armait, enlevait 20 000 maillets de fer. Ce fut la sédition des Maillotins. Il fallut revenir sur Paris, où les bourgeois, effrayés par les excès des mutins, négocièrent un accord avec les régents. Cependant, les troubles persistaient en France. À tort ou à raison, le duc de Bourgogne déclara que le foyer de la Révolution était chez les Gantois, insurgés contre leur comte, son beau-père. Une expédition fut conduite en Flandre, et le jeune roi y prit part. Charles V avait laissé une armée solide. Elle travailla pour l'héritage du duc de Bourgogne. Les Flamands furent écrasés à Rosbecque. Cependant, il fallut revenir au plus vite pour réprimer à Paris une nouvelle révolte des Maillotins. Cette fois, les troupes royales entrèrent les glaives au poing. La répression fut sévère, et pendant 3 semaines, les cours martiales prononceront des exécutions. Nous sommes en 1382. L'œuvre de Charles V sombrait dans ces désordres. Par bonheur, l'Angleterre, au même moment, sous un roi pareillement trop jeune, l'étourdi Richard II, n'était pas moins troublé. Le duc de Bourgogne, qui avait de l'esprit politique, quoiqu'il l'appliquât surtout à ses propres affaires, ne se trompait peut-être pas quand il disait que les révolutions se tenaient et se répandaient d'un pays à l'autre. Tandis qu'apparaissaient ces symptômes inquiétants, Charles VI atteignit sa majorité. Ses intentions étaient bonnes. Il rappela les conseillers de son père, qu'on appelait par dérision les Marmousets. Jean de Vienne, Clisson vivaient encore. Avec eux, il entreprit d'achever la libération du territoire. Mais le jeune roi n'avait pas la prudence de Charles V. Il voulut en finir d'un coup avec l'Angleterre, l'envahir, recommencer Guillaume le Conquérant. Depuis 7 ans, la flotte, faute d'argent et de gouvernement, avait été négligée. L'expédition, par le mauvais vouloir des ducs, ne fut pas prête à temps. Elle ne partit jamais. Mis sur leur garde, les Anglais, qui ne pouvaient guère mieux que cette diversion, excitèrent la Bretagne. C'est en allant châtier le parti anglais de Montfort que Charles VI fut frappé de folie dans la forêt du Mans en 1392. Le roi fou
Étrange et funeste complication. Ailleurs, le malheureux eût été déposé. La France le garda avec une curieuse sorte de tendresse, par respect de la légalité et de la légitimité, chez certains avec l'idée secrète que cette ombre de roi serait commode et laisserait bien des licences. Les oncles se hâtèrent de revenir. La France, en effet, va être libre, libre de se déchirer dans les guerres civiles. Toute guerre civile est une guerre d'idées où se mêlent des intérêts. Dans le drame qui commence, il y a la querelle du schisme, l'intervention auprès de 2 papes, de l'Université de Paris, la grande puissance intellectuelle de la France d'alors, la grande remueuse des esprits, forte de son ancienneté, de son éclat et de ses privilèges, mi-cléricale et mi-laïque, presque internationale par la foule des étudiants étrangers qu'elle attirait. La papauté était divisée. L'université prit le rôle d'arbitre du conflit et, pour forcer les 2 papes rivaux à céder, décida de sa propre autorité qu'il ne convenait plus d'obéir ni à l'un ni à l'autre. Cependant, la monarchie française continuait à soutenir le pape d'Avignon. Cette politique était celle du duc d'Orléans, frère du roi fou, et nouveau venu dans le conseil de régence où les autres ducs avaient dû l'accueillir à regret. Que Louis d'Orléans, dans ce conseil de princes, ait représenté l'intérêt de la France et la tradition nationale, il n'en faut pas douter. On ne peut nier, dit Michelet, que le parti d'Orléans ne fut le seul qui agit pour la France et contre l'anglais, qui sentit qu'on devait profiter de l'agitation de ce pays, qui tenta des expéditions. Louis d'Orléans eut contre lui l'université, à cause de l'affaire du pape. Les contribuables, parce que, pour continuer Charles le Sage, il fallait lever des impôts. Enfin, le duc de Bourgogne, parce que ce prince, par ses possessions de Flandre et des Pays-Bas, se trouvait engagé dans un système qui n'était plus français. Ce nouveau duc, Jean sans peur, cousin germain du roi et duc d'Orléans, n'était déjà plus des nôtres. Il était nationalisé flamand. Sous les apparences d'un Français, il y avait un étranger au conseil de régence. Il était désigné pour rallier les mécontents. Entre Louis et Jean sans peur, ce fut d'abord une lutte sourde. Ce que faisait Orléans, Bourgogne le défaisait. Orléans établissait des taxes. Elles étaient supprimées par Bourgogne. Moyen de popularité facile. Moyen aussi de ménager l'Angleterre, comme la politique permanente des Flamands le voulait. Le roi anglais Richard II était devenu pour nous un ami. Il avait épousé la fille de Charles VI. Et il était trop occupé des séditions de son royaume pour reprendre la guerre en France. Ce fut une des raisons de sa chute, non la seule, car il fut imprudent et extravagant avec ses Anglais et leur parlement, si difficile à gouverner. Richard II subit le sort d'Édouard II, à qui l'Angleterre reprochait aussi de lui avoir donné une reine française. Richard fut détrôné par son cousin Henri de Lancastre, puis assassiné. À la place d'un brouillon inoffensif, l'Angleterre avait un roi qui serait et notre adversaire et le père d'Henri V, l'homme d'Azincourt, un ennemi encore plus cruel que ne l'avait été Édouard III. L'action discrète de Jean sans peur favorisa Lancastre contre l'intérêt de la France. En somme, dans le gouvernement des ducs, l'influence bourguignonne l'emportait toujours. C'était elle qui menait l'État français. Il fallait que Louis d'Orléans, pour être aussi puissant que son cousin, eût comme lui des possessions hors de France. Il acquit le Luxembourg, d'où il surveillait les Pays-Bas. Le duc de Bourgogne se sentit menacé et ne songea plus qu'à supprimer son rival. Un soir de 1407, il fit tuer son cousin dans une rue de Paris. L'assassinat du duc d'Orléans coupa la France en deux. Il cristallisa les partis et fut le signal de la guerre civile. De part et d'autre, on alla chercher des auxiliaires, et l'on ne put en trouver, même anglais. Le parti d'Orléans amena les terribles Gascons du comte d'Armagnac. Le nom d'Armagnac lui en resta, opposé aux Bourguignons. Les ducs de Bourgogne n'avaient cessé de flatter Paris. Paris,
se prononça pour eux. L'université, toujours passionnée par l'affaire du schisme, toujours opposée au pape français, le pape d'Avignon, celui du duc d'Orléans, devint bourguignonne et justifia le crime de Jean sans peur. Il y eut là des mois d'agitation inouïe, une agitation de paroles et de plumes, comme dans toutes les grandes affaires qui ont divisé la France. L'université disputeuse se grisait, et de même qu'elle voulait donner un statut à l'Église, elle voulut donner des lois à la France. Le duc de Bourgogne songeait-il à imiter Henri de Lancastre, à prendre la couronne? Il ne semble pas. De même qu'Étienne Marcel l'avait offerte à Charles de Navarre, l'université la lui offrait. Il répondit qu'il n'était pas capable de gouverner si grand royaume que le royaume de France. Peut-être se contentait-il de favoriser chez nous le désordre. Ses intérêts et son cœur étaient aux Pays-Bas. Jean sans peur, s'il était dilettante, put jouir du prompt embarras de l'université, de ses docteurs, de ses disputeurs de profession, chargés tout à coup, par le triomphe de la parole, d'un mandat politique. L'université demanda le concours du Parlement. La suprême cour de justice ne voulut pas sortir de son rôle. Ces hauts magistrats ne voulurent pas se compromettre dans une aventure. L'université ne fut pas arrêtée par ce refus. Elle était poussée par son orgueil et par son prolétariat, ses étudiants pauvres, ses moines mendiants. Ces intellectuels entreprenaient une révolution, et comme il leur fallait des exécutants, ils trouvèrent pour alliés la vieille, puissante et violente corporation de la boucherie. Voilà le carme Eustache en compagnie de Caboche, les théologiens avec les écorcheurs. L'université de Gerson, la main dans la main des émeutiers. L'imprudente théologie fut vite dépassée par les cabochiens. En 1413, comme sous Étienne Marcel, Paris vit des scènes révolutionnaires. La Bastille, construite par Charles le Sage pour surveiller la capitale, fut assiégée par le peuple. Il y aura, le 14 juillet 1789, un vague souvenir de cet assaut lorsque l'émeute se portera contre la vieille forteresse devenue inoffensive et désarmée. Enfin, les insurgés, conduits par un médecin, voulurent s'emparer de la famille royale. L'hôtel Saint-Paul fut forcé à plusieurs reprises, et les traîtres que le peuple réclamait, enlevés sous les yeux du jeune dauphin, quelques-uns massacrés. Le duc de Bourgogne assistait à ces violences qui étaient l'œuvre de ses partisans. On ne l'écouta plus quand il essaya de les modérer. C'était la terreur. Pour l'apaiser, le duc de Berry conseilla de promulguer l'ordonnance qu'on appelle la grande ordonnance cabochienne, et qui mettait bout à bout les réformes demandées ou réalisées depuis un demi-siècle. Ce n'était pas assez pour contenter les écorcheurs, et les excès continuèrent. Mais l'université et les bourgeois commençaient à trembler devant les terroristes. Dès lors, la réaction ne tarda plus. Les Armagnacs en furent l'instrument, et Jean sans peur, compromis avec les cabochiens, dut s'enfuir. Un désastre national fut encore le prix dont ces désordres se payèrent. Le nouveau roi anglais, Henri IV, menait fermement l'Angleterre. Contre la jacquerie, les lollards, le puritanisme naissant, il la gouvernait avec les propriétaires et l'Église établie. Son fils Henri V, qui lui succéda bientôt, reprit les desseins d'Édouard III, releva sa marine et débarqua une armée devant Harfleur, qui fut pris après un siège d'1 mois. Il n'y avait plus pour l'arrêter ni de marine ni d'armée française. Avec Harfleur, l'Angleterre tenait notre grand arsenal maritime, l'embouchure de la Seine, la Normandie. Comme pour prouver qu'il n'avait rien à craindre, Henri V remonta lentement vers sa base de Calais, trouvant partout la complicité bourguignonne. La France fut restée inerte sans sa chevalerie. On peut déplorer la témérité, l'imprévoyance de cette noblesse qui alla, comme à Crécy et à Poitiers, se faire massacrer à Azincourt en 1415. Du moins, elle fut patriote.
Quelques bourguignons se mêlèrent au rang des Armagnacs qui eurent l'honneur de provoquer la résistance à l'envahisseur. Et surtout, de quoi se plaindre. Nous n'avions plus d'autres soldats que ces gentilshommes imprudents. Le désastre d'Azincourt ne ranima pas la France. Elle se dissolvait. Par un autre malheur, les chances de l'avenir reculèrent. En quelques mois, 3 dauphins moururent. Seul resta le 4e fils de Charles VI, un enfant. La longue incapacité du roi fou ne finirait que pour une nouvelle minorité. Henri V pouvait se proclamer roi de France. D'ailleurs, les Français se battaient entre eux devant l'ennemi. La reine elle-même, la bavaroise Isabeau, avait passé au duc de Bourgogne, de plus en plus populaire parce que son parti était celui de la paix à tout prix avec les Anglais. Bientôt, les Bourguignons ouvrirent à Jean sans peur les portes de Paris. Ce fut une terrible revanche pour les exilés, pour les vaincus des journées cabochiennes qui revinrent avides de vengeance. Des milliers de personnes du parti armagnac avaient été arrêtées. Il ne fut pas difficile de réveiller la furie des écorcheurs et de la foule. À 2 reprises, des massacres eurent lieu dans les prisons. Étrange ressemblance de ces scènes avec celle de septembre 1792. Plus étrange encore, le soin des historiens de ne pas la marquer comme si la révolution du XVIIIe siècle avait été un phénomène miraculeux ou monstrueux, mais unique et gigantesque, au lieu d'être un épisode à sa place dans la suite de nos crises et de nos renaissances, de nos retours à l'ordre et de nos folies. Jean sans peur finit par rétablir un peu d'ordre dans Paris. Mais la France était dans le chaos. La confusion des idées était extrême. Il n'y avait plus de gouvernement. Le duc de Bourgogne tenait en son pouvoir le roi fou, parlait en son nom et avait pour complice la reine Isabeau, l'indifférente et obèse bavaroise. Le dauphin Charles s'était retiré avec ses partisans au sud de la Loire. Cependant, Henri V procédait méthodiquement à la conquête de la France, prenait Rouen et s'installait en Normandie. On reprochait à Jean sans peur de trahir. Sans doute ne voulut-il pas conclure avec l'Angleterre une paix qui ne pouvait être que honteuse et s'exposer à la protestation du dauphin. L'âme de la résistance nationale se fut réfugiée chez le futur roi. Jean chercha donc à se rapprocher du jeune prince. 2 entrevues eurent lieu. À la seconde, à Montereau, une altercation éclata. Le duc de Bourgogne fut assassiné, ainsi que lui-même jadis avait fait tuer le duc d'Orléans en 1419. Ce nouveau crime politique, commis en présence du dauphin, bien que celui-ci ne l'eût pas commandé, précipita à la fin du drame. Comme jadis le parti d'Orléans, le parti bourguignon cria vengeance, en appela au pays. Cette vengeance, le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, l'exerça contre la France. Il la livra à Henri V, qui épousa une fille de Charles VI et qui deviendrait roi de France à sa mort, les 2 couronnes devant être alors confondues. Ainsi, la France était conquise par l'Angleterre. Elle perdait son gouvernement national, puisque le dauphin Charles, le soi-disant dauphin, était déchu de ses droits au trône par un document signé de Charles VI, privé de ses dernières lueurs de raison. Dans ces mots « soi-disant dauphin », il y avait une imputation terrible, celle que Charles VII n'était pas le fils de son père. Tel fut le honteux traité de Troyes, le 20 mai 1420. Plus honteuse l'acceptation de l'université, du Parlement, de tous les corps constitués de France. La signature de Charles étant nulle, les États généraux consentirent à donner la leur. Paris même, ce fier Paris, acclama Henri V, moult joyeusement et honorablement reçu. Henri V s'empressa de prendre possession de la Bastille, du Louvre et de Vincennes. De ces forteresses, un roi étranger commanderait les Parisiens. Voilà ce que les révolutions leur avaient apporté.
Elles sont la seule cause de cet incroyable abaissement. La misère, la famine étaient telles à la suite de ces longs désordres que Paris, après avoir perdu le sens national dans ses disputes, avait perdu la dignité. 9 années s'écoulèrent, pendant lesquelles il n'arriva pour la France qu'un événement heureux. En 1422, Henri V était mort prématurément, 2 mois avant Charles VI. C'est-à-dire que l'Anglais n'eut pas l'héritage que lui réservait le traité de Troyes. Il ne fut pas roi de France. Il ne fut pas sacré à Reims. Il laissait un fils de 9 mois qui ne pouvait lui non plus recevoir la consécration et prononcer le serment d'où le pouvoir légitime découlait. Ce fut, pour la cause de Charles VII, pour la cause nationale, une chance inestimable. La voie restait libre. On comprend l'importance que Jeanne d'Arc, avec une intuition merveilleuse, attacha à faire sacrer le dauphin sans délai. De 1422 à 1429, l'héritier de la couronne de France, proscrit, dénué de ressources, reconnu par un petit groupe de fidèles seulement, erre dans les parties de son royaume qui ne sont pas occupées par les Anglais. Encore le vrai roi n'y a-t-il guère d'autorité. Il est le roi de Bourges, où il réside ordinairement. Cette chétive royauté est bien nominale. Charles VII ne peut même pas lever de soldats. Il n'a avec lui que quelques bandes d'Armagnac, quelques Écossais qu'il paie, quand par hasard il a de l'argent. Charles VII, qui ne peut aller à Reims, occupé par les Anglais, n'est que le dauphin. Il n'est qu'un prétendant. Ses droits sont contestés. Sa naissance l'est elle-même. Comment peut-on être sévère pour les hésitations et les faiblesses de ce malheureux jeune homme de 20 ans, si mal préparé à la tâche? Il était le 4e fils du roi fou, si mal soutenu par un pays démoralisé, si mal entouré que ses conseillers se querellaient entre eux, comme il arrive dans les affaires qui ne vont pas bien et où l'on s'aigrit. Charles VII tenta ce qu'il put. Une réconciliation avec le duc de Bourgogne, qui échoua. Un mariage qui réussit avec la fille du duc d'Anjou. Il avait le sentiment d'un rôle national à remplir, seul moyen de retrouver sa couronne. Les ressources matérielles lui manquaient autant que le ressort moral, et toutes ces petites entreprises militaires étaient vouées à l'échec. Devant l'Angleterre victorieuse, devant la puissante maison de Bourgogne, le roi de Bourges se sentait écrasé. Le régent anglais, le duc de Bedford, avait entrepris la soumission méthodique de la France. Orléans assiégé était sur le point de succomber après une belle et longue défense, après quoi les Anglais eussent été les maîtres de l'Ouest et du Centre. La cause de Charles VII semblait perdue. Il songeait à se retirer dans le Dauphiné. D'autres lui conseillaient de quitter la France. Tout allait changer en quelques semaines. La résistance d'Orléans avait fini par forcer l'attention du pays, par le réveiller. Orléans, c'était un symbole. L'assassinat du duc d'Orléans par le duc de Bourgogne, la captivité de Charles d'Orléans, le fils de la victime, le touchant et pur poète, 25 ans prisonnier à Londres. Autant de souvenirs, d'images, d'émotions. Orléans était la ville du parti d'Orléans, du parti national, la ville ennemie des Bourguignons et des Cabochiens. Les histoires héroïques de son siège coururent la France. Elles allaient jusqu'aux limites de Champagne et de Lorraine, dans ce village de Domrémy où Jeanne d'Arc entendait ses saintes. Et les voix lui disaient ce qu'il fallait faire, ce que nous voyons distinctement aujourd'hui, mais ce que le plus grand des politiques vivant en ce temps-là n'eût peut-être vu que pour le juger impossible. Délivrer Orléans et sacrer le dauphin à Reims. C'était la mission de Jeanne d'Arc, et elle l'a remplie. Pour la France, c'était le salut. D'un consentement universel, il n'est dans aucun temps, dans aucun pays, aussi pure héroïne, récit plus merveilleux. Nul ne pourra l'entendre que ses yeux ne s'emplissent de larmes. Ce que nous voulons montrer ici, c'est comment le sublime épisode de Jeanne d'Arc entre harmonieusement dans l'histoire de la France,
continue le passé et prépare l'avenir. Jeanne d'Arc a aujourd'hui moins de sceptiques qu'elle n'en trouva de son temps. Dès le jour où une force mystérieuse poussa cette jeune fille de 18 ans à quitter son père, sa mère et son village pour sauver la France, les objections ne manquèrent pas. Jamais elles ne la découragèrent. Ceux qui crurent en elle, le peuple le premier, eurent raison contre les raisonneurs. Et ceux-là même qui n'avaient pas la foi, mais qui voulaient le bien du royaume, se dirent qu'après tout, les affaires étaient si bas qu'on ne risquait rien à essayer ce concours providentiel. La cause du dauphin ne pouvait plus compter que sur un miracle. Et ce miracle, la France l'attendait, car à peine Jeanne d'Arc fut-elle partie de Vaucouleurs pour se rendre auprès de Charles VII, que son nom vola de bouche en bouche et rendit courage aux assiégés d'Orléans. Du point de vue le plus terrestre, du point de vue politique, ce qu'il y a d'incomparable chez Jeanne d'Arc, c'est la justesse du coup d'œil, le bon sens, la rectitude du jugement. Pour sauver la France, créée par ses rois, confondus avec eux, il fallait relever la royauté. Pour relever la royauté, il fallait rendre confiance et prestige à l'héritier, qui finissait par perdre espoir et peut-être douter de sa naissance même. C'est pourquoi la première rencontre de Jeanne et de Charles VII est si émouvante. Le geste de Jeanne, reconnaissant le dauphin qui la met à l'épreuve et tombant à genoux, est décisif. Le principe sauveur, la monarchie, est désigné. À l'homme, au roi légitime, la confiance en lui-même est rendue. Elle fut rendue à tous. Il n'était pas rare que les militaires et les politiques qui aimaient le mieux Jeanne d'Arc ne voulussent pas l'écouter. Presque toujours, c'était elle qui avait raison. Ses pressentiments étaient vérifiés, et elle dégageait un tel esprit de tranquille certitude que les gens faisaient sans effort ce qu'elle avait dit. Ainsi fut levé le siège d'Orléans, le 8 mai 1429. Puis, sans perdre une minute, n'écoutant pas les avis intéressés ou désintéressés des faux sages, Jeanne conduisit le roi à Reims. La vraie sagesse était de suivre son inspiration. D'enthousiasme, les Anglais qui essayaient de barrer le passage furent bousculés à pâté. D'enthousiasme, Troyes fut pris. Les gouverneurs bourguignons, effrayés par ce mouvement populaire, ne recevant pas de secours de Bedford, ouvrirent les portes de Châlons et de Reims. Le dauphin y fut sacré solennellement, selon les rites. Dès lors, le petit prince anglais ne pouvait plus être en France qu'un faux roi. La France, après le sacre, retrouvait avec sa monarchie la condition de son indépendance et l'instrument de son salut. Mais tout ce qui pouvait se faire par miracle était fait. Jeanne d'Arc, après l'apothéose de Reims, eut un de ces pressentiments qui ne la trompaient pas. Sa mission était finie. Il ne lui manquait plus que l'auréole du martyr. Son rêve eût été de conduire le roi à Paris, après l'avoir conduit à Reims. Elle échoua devant la ville, restée de cœur et d'âme bourguignonne. Le bourgeois de Paris, dans son célèbre journal, injurie l'héroïne des Arminias. Autre échec devant Compiègne, tombée aux mains de Jean de Ligny, bourguignon, Jeanne, d'ordre du duc de Bourgogne, fut livrée aux Anglais. La lutte des partis continuait et elle forme l'élément capital du procès de Rouen. Jeanne d'Arc personnifiait la patrie pour les uns, pour les autres, les noms détestés d'Orléans et d'Armagnac. Bedford et Winchester, pour condamner la sainte au bûcher, pour se venger en déconsidérant sa cause, se servirent encore de nos guerres civiles. Qui fut leur homme? Cochon, une des lumières de l'université de Paris, l'université bourguignonne, pleine de rancune. Cochon eut soin de la consulter. L'université déclara coupable et envoya au feu celle qui représentait le parti d'Orléans. C'était le 30 mai 1431. La haine de l'université contre Jeanne d'Arc est la même qui avait associé les docteurs aux bouchers, les intellectuels aux cabochiens. L'odieux du procès et de la condamnation doit équitablement se partager entre les Anglais
et leurs serviteurs français du parti bourguignon, le parti de l'Angleterre, le parti de l'étranger. Pourtant, une des grandes idées de la bonne Lorraine avait été la réconciliation des Français. Grâce au mouvement national que son intervention avait déterminé, le retentissement et l'horreur de son martyre réalisèrent son vœu. La domination anglaise était de plus en plus détestée. Paris même se lassait. Le duc de Bourgogne se sentait abandonné de ses partisans et la protection de l'Angleterre commençait à lui peser. 4 ans après la mort de Jeanne d'Arc, au congrès d'Arras, il se réconciliait avec Charles VII, qui n'acheta pas trop cher cet accord en exprimant des regrets pour l'assassinat de Jean sans peur. Brève réconciliation. La maison de Bourgogne sera encore l'ennemi de la France. Mais il n'y aura plus chez nous que des débris du parti bourguignon. Le parti de la légitimité, le parti français, l'a emporté. 1 an après le traité d'Arras, les Parisiens ouvrent leurs portes aux gens du roi et ils aident Richemont à chasser la garnison anglaise. Rien n'était encore fini. Les Anglais tenaient toujours une partie du royaume. Le reste était dans le chaos et la misère. Comme Charles le Sage, Charles VII avait tout à refaire. L'administration, les finances, l'armée, en un mot, l'État. Et le roi de France n'avait que de misérables ressources. À la cour somptueuse de Bourgogne, dans le grand apparat de la Toison d'Or, on se moquait du roi de Gonesse, monté sur un cheval trottier. Et non seulement Charles VII ne disposait que de faibles moyens, mais tout le monde avait perdu l'habitude d'obéir. Les grands vassaux donnaient le mauvais exemple. Il faudra juger le duc d'Alençon, coupable d'avoir négocié avec l'Angleterre. Le beau feu d'enthousiasme et de patriotisme qui avait pris naissance à Domrémy ne pouvait durer toujours. Surtout, il ne pouvait suffire à remplacer l'organisation et la discipline. Rétablir l'ordre, chasser les Anglais, ce fut pendant 20 ans la tâche de Charles VII. Il l'accomplit à la manière capétienne, petitement d'abord, pas à pas, posant une pierre après l'autre, aidé dans sa besogne par des gens de peu ou de rien, des bourgeois administrateurs, l'argentier Jacques Coeur, le maître de l'artillerie Jean Bureau. Le bien servi fut le surnom de Charles VII. Il eut le talent de se faire servir, d'écouter les bons conseils, d'exploiter les dévouements, d'être ingrat au besoin, bref, de tout ramener au bien de l'État. Le résultat fut qu'à la mort du roi, l'Angleterre, en France, ne tenait plus que Calais. La victoire de Formigny, en 1450, effaça Crécy, Poitiers, Azincourt. Les Anglais n'eussent pas été chassés, du moins aussi vite, si la division ne se fût mise parmi eux. Leurs régents se querellèrent. Les minorités ne réussissaient pas mieux aux Anglais qu'à nous. Celle d'Henri VI leur fut fatale, les introduisit dans la guerre civile qui devait éclater bientôt. York contre Lancastre. Cette guerre des 2 roses qui déchirera l'Angleterre au moment où l'Allemagne, sortant de son anarchie et de sa léthargie sous la main des Habsbourg, allait redevenir dangereuse pour nous. Avec ces troubles d'Angleterre, la guerre de 100 ans s'éteint. À si peu de temps du bûcher de Rouen, le théâtre tourne, la scène change. Voici la France, à peine délivrée des Anglais, attirée vers l'Est, où ses frontières sont cruellement inachevées. Aux heures de sa pire détresse, le roi de Bourges avait trouvé appui auprès de l'empereur Sigismond. Et quand il voulut se débarrasser des bandes armées qui infestaient la France, de même que Charles V avait liquidé les grandes compagnies en les envoyant en Espagne, il les envoya en Suisse pour rendre service à l'empereur. D'où, à l'improviste, de grandes conséquences. Le dauphin avait conduit à Bâle les routiers encombrants, et le dauphin, c'était le futur Louis XI. En battant les Suisses, il les découvrit, il apprit à les connaître. Plus tard, il se souviendra d'eux.
Cependant, les cantons helvétiques s'affranchissaient. L'empereur était trop faible pour les faire rentrer dans le devoir, et il devait appeler les Français à son aide. Voyant cela, des villes d'empire, qui n'étaient d'empire que par les lointains effets des partages carolingiens, demandèrent la protection du roi de France. Ce fut le cas de Toul et de Verdun. Metz s'y joindra plus tard. Les grandes luttes du XVIe et du XVIIe siècle s'annoncent. Autre événement, lointain celui-là, riche lui aussi de conséquences. En 1453, les Turcs s'emparent de Constantinople. Depuis longtemps déjà, ils avaient pris pied en Europe. Ils devenaient puissance européenne. La chrétienté en trembla. Qui eût dit alors que dans les luttes de l'avenir, la France trouverait en la Turquie un allié inespéré contre l'Empire germanique? Ainsi, en mal, en bien, les choses politiques s'engendrent les unes des autres, et au moment même, nul regard, si perçant soit-il, ne peut en pénétrer bien profondément la complexité.